La Elbe et l'IEX présente le MAG des libertés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier MAG des libertés. Ouais, je t'imagine, c'est la dernière là. Ouais, c'est fou. Et alors en plus, on a la chance d'être au Rooftop 58 en plein cœur de Bruxelles. Ouais, puis la vue ici, elle est un peu folle, ouais, non, c'est vraiment incroyable. Bon, au programme, le concert de Juste Chani, une étoile montante du rap français. Et puis on va vous emmener dans les coulisses du MAG des libertés, fruit de la collaboration entre des étudiants de la Elbe et des étudiants de l'IEX. Et un entretien avec Amandine Gay, réalisatrice, autrice et comédienne française. Elle participe au débat Démocratie à hauteur d'enfant, un débat qui pose cette question: est-ce que ce serait une bonne chose d'impliquer les jeunes dans les décisions politiques? Débat qui est d'ailleurs le sujet du point d'actu réalisé par Anouk et Charlotte. Point d'actu. Vous nous voyez comme des jeunes ignorants. Mais moi, je pense qu'on est juste des jeunes ignorés. En Belgique, plus de 2 300 000 personnes, soit 20% de la population, sont des mineurs. Le débat Démocratie à hauteur d'enfant a voulu leur donner la voix, au même titre que les adultes. On ne nous donne pas la parole, et donc on doit aller la chercher. Les enfants subissent des stéréotypes et des préjugés qui les empêchent d'être des acteurs et actrices politiques. Je pense que le droit de vote, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et il faut l'accorder le plus tôt possible. On n'est pas assez outillés en tant que jeunes pour pouvoir correctement voter. Pour rappel, le droit de vote en Belgique est à 18 ans, 16 pour les européennes. Un âge contesté, puisqu'être adulte ne rime pas spécialement avec conscience politique. Georges-Louis Boucher, le nombre d'adultes qui ne savent même pas ce qu'ils font dans la vie. Est-ce que les adultes votent intelligemment? Le monde actuellement nous prouve que non, en fait. Donc on va choisir quoi comme critère pour compétence pour voter, le niveau d'études, etc. Donc en fait, à un moment donné, non, tout le monde a le droit de vote. Et en fait, il n'y a pas de distinction mineure majeure parce que l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on se comporte correctement dans une société. Un autre sujet abordé lors du débat est la place accordée aux enfants dans l'espace public. La place de l'enfant dans l'espace public, elle n'est pas bien pensée. Et c'est même une question qui est très genrée, c'est-à-dire que même quand il y a une présence des enfants dans l'espace public, les jeunes filles en sont vachement exclues. Vous voyez de plus en plus de restaurants qui sont adult only, vous avez de plus en plus d'endroits où on ne tolère même plus la présence d'un enfant. L'un des objectifs du débat était surtout de faire valoir la voix des mineurs, ce qu'ils font déjà très bien par eux-mêmes. Il y a plein d'endroits où on voit des soulèvements et c'est fait par les jeunes, pour les jeunes. Je crois que l'avenir est dans les mains des jeunes. Des gens qui essayent de se donner pour changer les choses. Mais ouais, je pense qu'il y a toujours un peu d'espoir. Oui, peut-être qu'on ne nous donne pas la parole maintenant, mais on va aller la prendre et on va aller la chercher et on va se l'approprier. On retrouve donc Amandine Gay qui a participé à ce débat. Cette afro-féministe se bat pour libérer la parole des personnes racisées. Et c'est Marie qui a eu la chance de la rencontrer et de l'interviewer pour le Libre d'en parler. Libre d'en parler. Bonjour Amandine Gay. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et autrice. Et en tant qu'afroféministe engagée, vous participez souvent à des débats sur l'expression citoyenne, un peu comme ici au Festival des Libertés. Comment est-ce que vous pensez que les enfants issus des minorités peuvent réellement participer aux prises de décisions politiques ? C'est tout l'enjeu de la rencontre de ce soir, c'est de réfléchir à la question de l'âge auquel on peut prendre part à la vie citoyenne. 18 ans, c'est l'âge légal, souvent, où on passe à la majorité, en tout cas dans pas mal de pays d'Europe. Et en fait, moi je pense que les adolescents, par exemple, à partir de 14-15 ans, peuvent complètement être compétents pour intervenir dans la vie politique. D'ailleurs, on ne vérifie pas la compétence des personnes âgées, donc qui parfois ne sont plus très compétentes passé un certain âge. Selon vous, comment les identités raciales façonnent-elles la place des enfants racisés dans la société? Il y a un phénomène qu'on appelle l'adultification et qui est un phénomène assez intéressant quand on regarde la façon dont sont traités les enfants racisés, en particulier par exemple les enfants noirs ou les petites filles noires, à qui on va prêter en fait une plus grande maturité ou moins de sensibilité parce qu'ils sont racisés, et ça va avoir des vraies conséquences. Par exemple, dans les pays où il y a des statistiques ethniques, donc encore une fois, c'est pas le cas en France, mais on voit en Grande-Bretagne, aux États-Unis, que les petites filles noires sont punies beaucoup plus souvent, avec beaucoup plus de sévérité
que les petites filles blanches. Donc en fait, l'enfance des personnes racisées, elle est déterminée par de la discrimination systémique et aussi par des microagressions. Le racisme existe aussi entre enfants. Il y a plein d'enfants noirs, par exemple. C'est une anecdote qui ouvre mon premier film, Ouvrir la voie, qui en maternelle ont eu d'autres enfants qui leur ont dit « je te donne pas la main parce que t'es noir ». Ouais. Quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées en défendant les droits des personnes racisées et la prise de parole de ces personnes ? Alors, il y a toujours beaucoup de niveaux de contraintes. On va dire au niveau interpersonnel, on va avoir par exemple les personnes qui vont mettre des commentaires extrêmement violents sur des vidéos sur les sites internet ou sur n'importe quel autre réseau social. On va aussi avoir des choses plus subtiles au niveau institutionnel où, par exemple, pendant très longtemps, moi, j'entendais oui, mais ce film, c'est un film de noirs. Quand je voulais, par exemple, faire un film sur les femmes noires en France, comme si l'existence des personnes noires n'allait intéresser que les personnes noires. Et donc, c'était très difficile de faire financer des films alors qu'on se demande jamais si un film avec que des personnes blanches est universel. Donc, ça peut être aussi des choses, des barrières systémiques, donc de l'accès à des subventions, par exemple. Ça peut être des choses interpersonnelles comme des insultes sur les réseaux sociaux. Ça peut être des choses aussi plus discrètes mais aussi institutionnelles, par exemple le racisme médical, les discriminations dans l'accès aux soins. Donc toute la vie, on va dire, d'une personne racisée, elle est informée tant au niveau administratif, par exemple, qu'au niveau émotionnel par les discriminations, le racisme, la violence de l'oppression raciale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Amandine Gay, et je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Merci pour l'invitation. Retrouvons maintenant notre première invitée, Marianne Chargois de l'ASBL Utopie, une association qui se charge des travailleurs et travailleuses du sexe. Elle est accueillie au Festival des Libertés dans le cadre du débat Voix sans tribune et c'est Charlotte qui est à ses côtés. Marianne Chargois, bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes donc chargée de projet au sein de l'ASBL Utopie qui défend les droits des travailleurs et des travailleuses du sexe. Est-ce que c'est un public qui est facile à défendre ? Non, ce n'est pas un public qui est facile à défendre puisque les travailleurs et travailleuses du sexe sont extrêmement stigmatisés dans la société. Ce sont des personnes qui sont en parcours de migration et qui ne sont pas forcément dans des situations administratives régulières. Ça va être des femmes seules avec leurs enfants. Ça va être des étudiants qui viennent de familles qui n'ont pas forcément d'argent en fait, pour leur payer leurs études. Ça va être des personnes trans qui subissent la transphobie. Donc en fait, les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est les personnes qui sont déjà les plus précarisées de la société. Et par-dessus ça, elles exercent le travail du sexe, qui est une activité qui dégoûte en fait la société. Est-ce que vous pensez qu'il manque aujourd'hui dans notre société peut-être de la pédagogie sur ce sujet-là ? Je pense qu'il manque surtout des volontés politiques, d'écouter les personnes concernées, de donner des moyens aux associations pour pouvoir faire leur travail, parce que si on regarde, en fait, il y a des organisations, il y a des travailleurs et travailleuses du sexe qui s'expriment, qui savent formuler, qui savent dire ce dont elles ont besoin à tout point de vue. Donc, s'il y a une volonté politique de nous prendre en considération dans les enjeux législatifs, sociaux, de nous intégrer dans la société, d'arrêter aussi de nous cacher, si on accepte de nous donner une place aussi visible dans l'espace public, oui, c'est possible de le faire. Et alors, la sensibilisation, elle pourra être faite, mais pour ça, il faut une volonté politique. Alors vous êtes présente cette année au Festival des Libertés pour un débat qui va aborder celles et ceux qui sont exclus du débat démocratique. Pourquoi est-ce que les travailleurs et travailleuses du sexe font partie de ces personnes qui sont exclues ? Je pense que j'ai envie de prendre la question plutôt sous l'angle de qu'est-ce qui fait qu'on continue en fait à nous refuser une pleine place en fait dans la société. Alors là on arrive à ma première réponse en fait qui va être qui est-ce qu'on considère comme n'étant pas important, comme n'étant pas productif, comme n'apportant pas de plus-value à la société. Effectivement, on est plutôt dans un rapport, par exemple, aux personnes migrantes. On a de la haine dans ce pays, en Europe, envers les personnes qui migrent. On a du mépris
du mépris de classe envers les personnes qui ne viennent pas déjà de parcours privilégiés. On a du mépris envers les femmes seules avec leurs enfants. On a du dégoût et de la haine envers les personnes trans. Voilà, donc on en revient en fait au même sujet. En fait, c'est qui a le droit en fait d'exister. Et on voit que dès lors qu'on ne vient pas de parcours de vie peut-être un peu plus normatif, un peu plus blanc, qui colle bien en fait aux narrations nationales, alors il n'y a pas vraiment de volonté de nous accueillir. Marianne Chargois, merci d'avoir répondu à mes questions et on vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Et ben, bon festival. Merci. T'écoutes quoi? Juste Chani. C'est super chouette, vraiment, faut que t'écoutes. Ah ouais, et elle fait quoi comme musique? En gros, elle fait du rap et là, elle est en train de bien percer. Mais je t'en dis pas plus parce que Camille et ici, on fait un focus sur elle et vous allez tout comprendre. J'ai une question pour tous les homo sapiens. Mon papa m'appelait princesse, j'appelle le daddy mon prince. Rappeuse et compositrice, Just Shiny fait partie des boss ladies du moment. Je les intéresse, est-ce qu'ils savent que je suis pas terrestre? Bijoux noirs, diamants célestes, incrustés dans mon squelette. Une boss lady, c'est une femme confiante qui prend sa carrière en main. Et Just Shiny en est un exemple. Elle s'autoproduit. Son dernier EP le prouve. C'est Diamant Noir, sorti en janvier. Son style, un rap qui mélange trap mélodique et passages chantés, avec une plume soignée. Je vais me recentrer sur moi et tout mettre entre parenthèses. Elle a porté jupe, on l'a boxé, on l'a embauché juste pour ses bonnes fesses. Dans le bus, on l'a frotté. Non, je me souhaitais pas bonne fête. Elle parle d'identité, de féminité, de liberté. Elle refuse les cases. Cette ancienne footballeuse se voit confier l'hymne officiel du mondial féminin en 2023. Le titre, Joga Bonito. Les jaloux vont perdre des kilos. Le monde ne peut pas porter le brassard. Abusé, Gucci, Versace. Dis-moi qu'est-ce qu'on va chercher. J'ai plus le hockey, je suis pas resté. Just Shiny enchaîne les tremplins et les scènes rap. Des victoires qui lui ouvrent les portes des grands festivals comme Lollapalooza et les Solidays. Pendant 4 ans, Just Shiny mène la vie de Hannah Montana. Une double vie. Cadre en marketing le jour et sur la scène la nuit. Appelle-moi Anna, Anna, Anna Montana. J'ai pas le time, c'est hard, je vais dager au train de vie d'Anna Montana. Call me Anna, Anna, Anna Montana. J'ai pas le time, c'est hard, je vais dager au train de vie. Just Shiny brille sur les plus grands festivals et a désormais tous les atouts pour inscrire son rap singulier dans le paysage français. Libre-échange et liberté. Dans rouge, va danser Seiya. Niveau 2, niveau Saiyan. Iconique comme Senseiya. Activation Schengen. Ok, donc je pense que dès ce soir, Just Shiny est dans ma playlist. Et d'ailleurs, Élise et Nathan ont eu la chance d'assister à son concert. Voici les images. Libère les what? Si c'est mes mots qui te choquent, c'est poétique. Vous l'aurez compris, Just Shiny a confirmé son statut de girl boss indépendante et engagée. Just Shiny, certains la connaissent déjà, d'autres l'ont découvert lors de son concert. Rappeuse, militante féministe, elle a fait plaisir au public en performant à Bruxelles pour la première fois. On est juste venu voir Just Shiny. Je suis venue exprès pour elle. Just Shiny! En fait. Durant le concert, les phrases chocs s'enchaînent. La scène devient un véritable espace d'expression où les textes délivrent des messages puissants qui résonnent profondément chez le public. Quand je tape sur les réseaux, au lieu de parler de mon texte, ils vont me parler de ma tenue. Sur Insta, je casse les boomers. Apparemment, j'ai des textes un peu graveleux. Vraiment, je demande pardon à mes fans. Ils m'ont dit de faire les choses bien, j'en fais grave mieux. On fait tout pour être généreux. En fait, je la connaissais depuis déjà 2 ans avec son titre Bonne Fête, qu'on écoutait un peu dans les manifs féministes et tout. J'ai tout le temps faire pour aider mes six, on est vrais féministes, on fuck les némésis. Tout ce qu'elle dit, c'est... En fait, je sais pas, moi ça me touche profondément dans ma féminité aussi, dans la femme que j'ai envie de devenir aussi. Il y a une force qui arrive et... Je suis pas qu'une femme, je suis un homme comme les autres. C'est bien moi, c'est une grosse claque, mais une bonne claque. Sur scène, Just Shiny s'impose, le public chante, danse et s'exclame. L'artiste nous emmène dans une énergie folle, portée par une équipe soudée. Alors moi je m'appelle Walkman The Soul, c'est mon nom d'artiste, et du coup je suis son DJ et l'un des compositeurs qui travaille avec elle. On est une petite équipe, on est 3 sur scène, donc forcément on se voit beaucoup, et l'ambiance était cool.
Il n'y avait pas à aller chercher le public était déjà au rendez-vous. Merci beaucoup. Et un accueil chaleureux, vraiment ça fait trop plaisir. Elle a des bons textes, elle rappe bien, elle chante bien et en plus elle est trop sympa. Hyper forte, couteau suisse, danseuse, kickeuse de fou, trop forte. Trop content d'être venue, vraiment. Vous l'aurez compris, Juste Chani a confirmé son statut de girl boss indépendante et engagée avec une performance percutante qui marquera longtemps les esprits. On enchaîne avec notre deuxième invité, il s'agit du réalisateur Étienne Huvert. Il débarque au Festival des Libertés pour présenter son documentaire sur Julian Assange, un lanceur d'alerte qui a modifié les règles du jeu du secret d'État. C'est Jules qui a regardé le film pour nous et on le retrouve avec le réalisateur. Bonjour Étienne Huvert. Bonjour. Vous êtes le réalisateur du documentaire Julian Assange, l'homme à faire taire. When I founded WikiLeaks, it was driven by a simple dream: to educate people about how the world works so that we might bring about something better. Alors, je voulais premièrement vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui de vous consacrer à un film sur ce lanceur d'alerte? Était-ce une volonté ancienne ou née d'une actualité récente? En fait, c'est un travail qui nous a pris 10 ans. Julian Assange, en fait, on l'a rencontré il y a 10 ans, en 2016, quand il était à l'époque reclus dans l'ambassade d'Équateur à Londres. C'était une période assez difficile de sa vie. Et puis, on a pu faire une interview avec lui à l'époque qu'on a proposée aux équipes de Arte. 3 ans plus tard, jour pour jour, après cette interview, il a été sorti de cette ambassade, manu militari par la police britannique, mis dans une prison de haute sécurité. L'image était saisissante parce qu'on avait l'impression qu'il avait vieilli d'une dizaine d'années. Ça nous a beaucoup marqué et on s'est dit comment on peut en arriver là. Et on s'est mis au travail et on s'est mis à enquêter sur ce qui se passait et sur ce qui s'était passé à l'intérieur de l'ambassade. On a fait plusieurs reportages pour l'émission Arte Reportage. Et puis de ce travail est née l'envie d'aller plus loin, de raconter l'histoire dans ses grands moments. Et on a fait ce film qui dure 90 minutes. Un hacker qui a cassé le storytelling parfait de la première puissance mondiale. Un jeune nerd australien, élevé dans la contre-culture et l'irrévérence. Quelle est la principale difficulté quand on met en scène un sujet aussi médiatisé? La principale difficulté, c'est de réussir à faire comprendre au public l'ampleur de ce qui s'est passé dans l'ambassade. Julian Assange, c'est une personne qui est hors norme et qui a eu d'une certaine manière plusieurs vies. Vous voyez, il a été hacker quand il était en Australie. Ensuite, il a créé Wikileaks. Il a sorti parmi les plus grandes fuites de données au monde au début des années 2010. Et il s'est mis à se battre vraiment contre les États-Unis. Les Américains l'ont recherché. Ils voulaient le récupérer aux États-Unis au nom de la loi contre l'espionnage. Et ensuite, il s'est retrouvé dans cette ambassade. Et ensuite, il s'est retrouvé dans une prison de haute sécurité. Et ensuite, il a été libéré pour des raisons qui, pour tout le monde, restent assez mystérieuses. Et raconter tout ça sur la longueur, c'est une quinzaine d'années de vie, peut-être même plus. C'était ça la difficulté du film. Et le faire comprendre aussi aux nouvelles générations, parce qu'on part d'une époque qui n'existe plus, qui est celle de la fin des années 90, le début de l'informatique, à la réalité d'aujourd'hui, qui est un monde assez noir, à mon sens. I had lost years in the house arrest embassy. Mais donc ce film, c'est aussi un plaidoyer pour la liberté de la presse. Diriez-vous que le cas Assange symbolise une menace plus large qui pèse sur le journalisme d'investigation? Oui, parce qu'on est tous amenés à sortir des documents, à les publier. Et d'une certaine manière, Julian Assange, avec Wikileaks, a été précurseur. Et il a poussé au plus loin cette logique-là, si vous voulez, quoi. Et nous, journalistes d'investigation, souvent derrière, quand on a fait des enquêtes, on s'est approprié les leaks de Wikileaks. Ils ont sorti les câbles de la diplomatie américaine. Donc vous voyez toute la diplomatie américaine qui est mise à nu dans la période de la fin des années 2000. Et ça, par exemple, quand on est journaliste, vous allez piocher et vous avez une mine d'informations qui est assez incroyable. Et lui a été poursuivi pour ça, mais nous, on s'en est servi.
Et c'est un cas emblématique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est poursuivi, à partir du moment où il finit en prison, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous tous, journalistes et journalistes d'investigation, ça peut nous arriver. Et donc, c'est un cas emblématique auquel on doit faire très attention. Eh bien, un grand merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Et bon, là, je vous souhaite une excellente journée à vous. Merci pour l'invitation. Cette année, le thème du festival, c'était le dialogue. On a eu des super concerts, des débats hyper intéressants et des documentaires qu'on ne risque pas d'oublier. Pour ce Balance ta liberté, Jules et Maxime sont allés à la rencontre des festivaliers pour leur demander quel thème ils aimeraient avoir l'année prochaine. Le thème du Festival des Libertés cette année, c'est le dialogue. Mais on se posait une question. On parlera de quoi la prochaine fois? Oula. Ouf. Ah. Au croisement des luttes. Du sans-abrisme, d'autres génocides, tout ce qui est addiction, l'errance, l'inclusion, la tolérance, les inégalités, la parole, la communication non violente, la résistance, la liberté d'expression. C'est les sujets principaux, je pense, à traiter. permettre aux gens de discuter et communiquer dans le calme, dans le respect. Sur les différentes pensées, les différents mouvements qu'il peut y avoir dans le monde. Je pense qu'il y a vraiment un point crucial qui se joue autour de cette question. Je pense que ce serait important de pouvoir réfléchir maintenant dans le contexte actuel. Au sein des différentes communautés, des différents âges, des différentes générations. Plutôt que de considérer les enfants comme des publics, je pense que ce serait de les inviter à être participants et organisatrices du festival. ça devient hyper important et c'est hyper dans l'actualité. Un festival qui parle de ça, c'est le genre de festival auquel je voudrais aller en tout cas. Bon, est-ce que quelqu'un a une idée là pour la séquence des coulisses derrière le rideau? Moi. Quelqu'un? Pas tous en même temps, hein. Moi. Ah, Jo, dis-moi. On pourrait faire le making-of du Mag des Libertés. Ah, ça c'est une bonne idée. Parce qu'il y a eu un taf de dingue qui a été fait. Que ce soit les étudiants de l'IEX ou les étudiants de la HELP surtout, les caméramans, les camérawomen, les ingé-sons, les monteurs, la régie, la réalisation et la prod. Franchement, on se rend pas compte, mais il y a un monde de fou là derrière. Hein. Mais c'était justement ça que je voulais dire, c'est que Leïla, Léa et Alicia s'en sont chargées et ont suivi la réalisation de ce mag. Derrière le rideau. Derrière le rideau. Alors, comment ça s'est passé là-dessus avec... À l'occasion de ce dernier mag, on vous emmène dans les coulisses de sa création, du choix des sujets à leur mise en image. Et première étape, conférence de rédaction. Les professeurs encadrants répartissent les rubriques que les journalistes de l'IEX et l'équipe technique de la HELP vont couvrir ensemble. C'est Camille qui s'en occupera. Bon bah là, je vais aller chercher le matériel au Théâtre National pour après aller à la bourse. Du coup, on n'oublie pas son casque et son gilet. Et on est go, quoi. Et pour aller chercher et transporter le matériel en ville, rien de tel que les véloremorques. Avant de tourner le plateau, les présentatrices se préparent. Et vous êtes où? Sur le plateau, chacun est à son poste. Les étudiants en images, en son, ceux en production, dont le réalisateur et le script, s'assurent tous ensemble du bon déroulé du tournage. Au son, c'était comment? Plateau 3, première. Mariam Diallo est convaincue que l'avenir de la démocratie... Pendant ce temps, de retour au quartier général du MAG. Aujourd'hui, je suis en régie générale, donc on est au QG, on gère juste la nourriture, on nourrit les petits humains qui viennent travailler. Étape suivante, il faut assurer les montages des reportages. Tu reçois ton sujet le matin, tu choisis, tu commences à analyser les rushs, tu prépares tout ce qui est technique, ta séquence, et ensuite tu crées la structure avec le journaliste. Tu montes toute la journée jusque 20, voire minuit, c'est vraiment long. Je suis en train d'enregistrer un doublage, parce qu'il y a un des... c'est comment déjà? Ah, des livres d'en parler, pardon, qui est entièrement en anglais. Et du coup, il faut quelqu'un pour le redoubler pour notre public francophone. Qui m'a fait réaliser à la fin que j'étais plus forte que je ne le pensais. Quand toutes les pièces du puzzle sont achevées, il faut encore les assembler. Et ça se fait dans la salle de montage du PAD. Je suis monteuse PAD J+2, donc en gros, j'ai monté mon PAD hier, le pré-diffusé. Et là, j'attends juste que le mixeur finisse son travail. Une fois que le PAD est terminé, le mag est prêt à être mis en ligne. Mais en fait, qu'en pensent les étudiants de cette expérience? En soi, je trouve ça vraiment cool et c'est vraiment sympa de pouvoir travailler avec des journalistes et tout parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup eu avant. Moi, je trouve que c'est une super expérience et je recommanderais à n'importe qui. Vraiment, j'ai rencontré des gens trop cool et je pense qu'on apprend beaucoup aussi d'elles. C'est un clap de fin pour le behind the scenes du Mag des Libertés. Thomas Charneux à l'image. Sophie aussi.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce MAC des Libertés pour cette année. Merci au Théâtre National, à Bruxelles Laïque et au Festival des Libertés de nous avoir accueillis. Merci aux professeurs de nous avoir encadrés pendant toute cette aventure. Et merci aux étudiants de l'AELB et de l'IEX. Vive le Festival des Libertés et vive la culture. À l'année prochaine.